Imaginez un instant que vous êtes allongé dans l'obscurité, les yeux grands ouverts, le regard tourné vers le plafond de votre chambre. Mais au lieu d'un plafond, imaginez que vous pouvez voir à travers, au-delà de l'atmosphère terrestre, au-delà des nuages, au-delà de la pollution lumineuse des villes endormies. Imaginez que vous pouvez voir le ciel tel qu'il est réellement, dans toute sa splendeur nue et terrifiante. Des milliards d'étoiles scintillent dans un silence absolu, formant une rivière de lumière qui traverse le firmament d'un horizon à l'autre. Cette rivière, c'est notre galaxie, la Voie lactée, notre maison cosmique depuis la nuit des temps. Elle semble si paisible, si éternelle, si immuable. Mais ce soir, je vais vous révéler quelque chose qui va changer à jamais la façon dont vous regardez le ciel nocturne. Ce soir, nous allons parler de la fin de notre galaxie. Pas dans un sens métaphorique, pas dans un sens philosophique abstrait, mais dans un sens littéral, scientifique, inévitable. Car notre galaxie est condamnée. Et le processus qui va la détruire a déjà commencé. Laissez-moi vous poser une question qui va peut-être vous empêcher de dormir cette nuit. Ou peut-être, paradoxalement, vous bercer dans un sommeil profond, nourri de merveilles cosmiques. Que se passe-t-il quand deux galaxies entrent en collision? Pas deux voitures, pas deux trains, pas deux planètes, mais deux galaxies entières, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles, des milliards de planètes, des nébuleuses gigantesques, des trous noirs supermassifs et des quantités inimaginables de matière noire et d'énergie. Que se passe-t-il quand ces deux titans cosmiques se rencontrent à une vitesse de 400 000 km par heure? Est-ce que les étoiles se percutent comme des boules de billard cosmiques? Est-ce que des planètes sont arrachées à leurs orbites et projetées dans le vide intergalactique? Est-ce que notre Soleil survivra? Est-ce que la Terre sera éjectée dans l'obscurité éternelle de l'espace entre les galaxies? Et surtout, que deviendra le ciel nocturne quand une autre galaxie, une galaxie encore plus massive que la nôtre, viendra se fondre dans la Voie lactée? Avant de plonger dans cette odyssée cosmique, laissez-moi partager avec vous quelques faits qui vont vous donner la mesure de ce qui nous attend. Notre Voie lactée contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. C'est un nombre si vaste que si vous comptiez une étoile par seconde, il vous faudrait plus de 6000 ans pour les compter toutes. Et pourtant, la galaxie qui fonce vers nous en ce moment même, la galaxie d'Andromède, contient environ 1000 milliards d'étoiles. Plus du double de notre galaxie. Elle est plus grande, plus massive, et elle se rapproche de nous à une vitesse d'environ 110 km par seconde. Cela représente près de 400 000 km par heure. À cette vitesse, vous pourriez faire le tour de la Terre en 6 minutes. Et malgré ces chiffres vertigineux, malgré ces milliards et milliards d'étoiles qui vont se croiser, la probabilité que deux étoiles se percutent directement est presque nulle. Comment est-ce possible? Comment des milliards d'étoiles peuvent-elles se traverser sans se toucher? C'est l'un des paradoxes les plus fascinants de l'astrophysique, et nous allons l'explorer en détail. Mais ce n'est pas tout. Le plus terrifiant n'est pas la collision elle-même. Le plus terrifiant, c'est ce qui vient après. Car après la collision, après la fusion, après la naissance d'une nouvelle galaxie géante, quelque chose de bien plus sinistre attend notre coin de l'univers. Quelque chose qui a à voir avec la nature même de l'espace, du temps et de l'énergie sombre qui pousse l'univers
vers son destin final. Si vous êtes le genre de personne qui regarde le ciel la nuit et ressent un mélange de crainte et d'émerveillement, si les mystères de l'univers vous fascinent autant qu'ils vous terrifient, alors cette exploration est faite pour vous. Prenez le temps de vous installer confortablement, d'ajuster votre oreiller, de fermer les yeux si vous le souhaitez, et laissez-vous porter par cette histoire. C'est une histoire qui couvre des milliards d'années, qui commence maintenant et qui se termine dans un futur si lointain que les nombres eux-mêmes perdent leur signification. Si ce voyage vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce qui vous fascine le plus dans le cosmos. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour que d'autres passionnés puissent découvrir cette exploration. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos plongées dans les profondeurs de l'univers. Maintenant, commençons par le commencement. Pour comprendre où notre galaxie se dirige, nous devons d'abord comprendre ce qu'elle est. La Voie lactée, notre maison, notre île dans l'océan infini du cosmos. Pendant des millénaires, les humains ont levé les yeux vers cette bande lumineuse qui traverse le ciel nocturne et se sont demandé ce qu'elle pouvait bien être. Les anciens Grecs l'ont appelée Galaxias Kyklos, le cercle laiteux, imaginant que c'était du lait répandu par la déesse Héra. Les Égyptiens y voyaient un chemin céleste emprunté par les âmes des morts. Les aborigènes d'Australie y voyaient une rivière céleste, peuplée d'esprits ancestraux. Mais ce n'est qu'au début du XXe siècle que nous avons commencé à comprendre la véritable nature de cette merveille céleste. La Voie lactée est une galaxie spirale barrée, une immense structure en rotation contenant des centaines de milliards d'étoiles, liées entre elles par la gravité et en orbite autour d'un centre commun. Imaginez un gigantesque tourbillon cosmique, un ouragan d'étoiles, de gaz et de poussière qui tourne lentement sur lui-même depuis plus de 13 milliards d'années. Pour comprendre la taille de notre galaxie, il faut faire appel à des unités de mesure qui dépassent notre expérience quotidienne. La Voie lactée mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Une année-lumière, c'est la distance que la lumière parcourt en une année, soit environ 9 500 milliards de kilomètres. Donc, notre galaxie mesure environ 100 000 fois 9 500 milliards de kilomètres de large. C'est un nombre si grand qu'il perd tout sens intuitif. Pour le rendre plus concret, imaginez que vous voyagez à la vitesse de la lumière, la vitesse maximale autorisée par les lois de la physique, soit 300 000 km par seconde. Même à cette vitesse prodigieuse, il vous faudrait 100 000 ans pour traverser notre galaxie d'un bout à l'autre. 100 000 ans. L'Homo sapiens existe depuis environ 300 000 ans. Donc même si nous avions envoyé un rayon de lumière depuis le bord de notre galaxie, au moment où notre espèce est apparue, ce rayon n'aurait parcouru que les 3/4 de la distance. Et la Voie lactée n'est même pas une grande galaxie par rapport aux standards cosmiques. Certaines galaxies elliptiques géantes sont 10 fois plus grandes, mais la taille n'est qu'une partie de l'histoire. L'épaisseur du disque de la Voie lactée est relativement mince par rapport à son diamètre, environ 1000 à 2000 années-lumière. Si notre galaxie était un vinyle, elle serait proportionnellement plus fine que le disque réel. Mais autour de ce disque fin se trouve un halo sphérique immense s'étendant sur plus de 300 000 années-lumière dans toutes les directions. Ce halo contient
des amas globulaires. Ces boules denses de centaines de milliers d'étoiles anciennes qui orbitent autour du centre galactique, ainsi qu'une quantité phénoménale de matière noire, cette substance mystérieuse qui ne brille pas, qui n'émet aucune lumière, mais dont la gravité maintient notre galaxie en un seul morceau. En fait, la matière noire représente environ 85% de la masse totale de la Voie lactée. Tout ce que nous voyons, toutes les étoiles, toutes les nébuleuses, toutes les planètes, tout le gaz et toute la poussière ne représentent qu'une petite fraction de la masse réelle de notre galaxie. Le reste est invisible, détectable uniquement par ses effets gravitationnels. Nous vivons littéralement dans une galaxie dont la majeure partie est invisible. Au cœur de notre galaxie se cache quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant à la fois. Un monstre invisible dont la gravité est si puissante que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper une fois passé son horizon des événements. Ce monstre s'appelle Sagittarius A étoile et c'est un trou noir supermassif d'environ 4 millions de masses solaires. 4 millions de fois la masse de notre Soleil, compressée dans une région plus petite que l'orbite de Mercure. En 2022, l'Event Horizon Telescope a réalisé un exploit extraordinaire en capturant la première image de ce trou noir, révélant un anneau de lumière orange et incandescent entourant une ombre circulaire, l'ombre de l'horizon des événements lui-même. Cette image, fruit de la collaboration de centaines de scientifiques et de télescopes disséminés à travers le globe, nous a montré pour la première fois le cœur de ténèbres de notre propre galaxie. Pour l'instant, Sagittarius A étoile est relativement calme. Il ne dévore pas activement de grandes quantités de matière. Mais il n'a pas toujours été aussi tranquille, et il ne le restera pas éternellement. Car quand Andromède arrivera, les choses vont changer de manière spectaculaire. Autour de ce centre monstrueux s'étend le bulbe galactique, une région dense et lumineuse d'environ 10 000 années-lumière de diamètre, peuplée principalement de vieilles étoiles rouges et oranges. C'est la partie la plus ancienne de notre galaxie, un vestige de l'époque où la Voie lactée était encore jeune et en formation. Au-delà du bulbe s'étend le disque galactique, la partie de la galaxie que nous connaissons le mieux, car c'est là que nous vivons. Le disque est structuré en bras spiraux. Ces magnifiques rubans de lumière qui donnent aux galaxies spirales leur apparence caractéristique. Les principaux bras de la Voie lactée portent des noms évocateurs empruntés aux constellations, vers lesquelles ils pointent depuis notre perspective. Le bras de Persée, le bras du Sagittaire Carène, le bras de l'Écu-croix, le bras de la Règle. Notre Soleil, et avec lui la Terre, et tout notre système solaire, se trouvent dans un bras mineur appelé le bras d'Orion-Cygne, parfois appelé l'éperon d'Orion. Nous sommes situés à environ 26 000 années-lumière du centre galactique, à peu près à mi-chemin entre le centre et le bord extérieur du disque. C'est un emplacement plutôt modeste, ni au centre de l'action, ni complètement à la périphérie. Un quartier résidentiel de la banlieue galactique, si vous voulez. Notre Soleil n'est pas immobile dans la galaxie. Il orbite autour du centre galactique à une vitesse d'environ 220 km par seconde. Cela peut sembler extraordinairement rapide, et ça l'est, mais les distances sont si vastes qu'il faut au Soleil entre 225 et 250 millions d'années pour compléter une seule orbite. Cette durée est parfois appelée une année galactique. Depuis sa naissance, il y a environ 4 milliards et demi d'années, notre Soleil
n'a accompli qu'une vingtaine d'orbites galactiques. 20 tours de manège cosmique en 4 milliards et demi d'années. Lors de la dernière fois que le Soleil était à cette même position dans la galaxie, les dinosaures régnaient sur la Terre. Et la fois d'avant, les organismes multicellulaires complexes n'existaient même pas encore. Chaque année galactique est un chapitre entier de l'histoire de la vie sur Terre. Le Soleil ne se contente pas de tourner en cercle autour du centre galactique. Il oscille également de haut en bas à travers le plan du disque galactique, comme un cheval sur un manège qui monte et descend tout en tournant. Cette oscillation verticale a une période d'environ 60 à 70 millions d'années et certains scientifiques ont proposé, de manière controversée, que ces passages à travers le plan galactique pourraient être liés à des épisodes d'extinction massive sur Terre, en raison de l'augmentation de l'exposition aux rayons cosmiques et aux perturbations gravitationnelles de la ceinture de Kuiper et du nuage d'Oort. C'est une hypothèse fascinante, bien que encore débattue, qui suggère que le destin de la vie sur Terre est intimement lié au mouvement de notre système solaire à travers la galaxie. Notre voisinage galactique immédiat est un endroit fascinant en soi. Nous résidons dans ce que les astronomes appellent la bulle locale, une cavité dans le milieu interstellaire d'environ 1000 années-lumière de diamètre, créée probablement par une série d'explosions de supernovas survenues il y a quelques millions d'années. Ces explosions ont balayé le gaz et la poussière interstellaire, créant une région de densité particulièrement faible autour de nous. C'est un peu comme si nous vivions dans une clairière, au milieu d'une forêt cosmique dense. Au-delà de cette bulle, le milieu interstellaire reprend sa densité normale, avec ses nuages moléculaires géants, ses nébuleuses colorées et ses régions de formation stellaire actives. Mais notre galaxie n'est pas l'entité paisible et immuable qu'elle semble être quand on regarde le ciel. La Voie lactée est une cannibale cosmique. Elle a dévoré de nombreuses galaxies plus petites au cours de son histoire, et elle continue de le faire en ce moment même. Les preuves de ce cannibalisme galactique sont partout pour qui sait où regarder. Des courants d'étoiles, ces longues traînées d'étoiles qui s'étendent à travers le halo galactique, sont les vestiges spectraux de galaxies naines qui ont été déchirées et avalées par la Voie lactée au fil des milliards d'années. La mission Gaïa de l'Agence spatiale européenne a révolutionné notre compréhension de cette histoire violente en cartographiant les positions et les mouvements de près de 2 milliards d'étoiles avec une précision sans précédent. Grâce à Gaïa, nous savons maintenant que l'un des événements les plus transformateurs de l'histoire de notre galaxie fut une collision majeure avec une galaxie appelée Gaïa Enceladus, parfois surnommée la galaxie SO6, survenue il y a environ 10 milliards d'années. Cette collision a fondamentalement reconfiguré la structure de la Voie lactée, contribuant à former le bulbe galactique et le halo stellaire que nous observons aujourd'hui. Les étoiles de cette galaxie engloutie sont toujours là, mélangées aux étoiles natives de la Voie lactée, mais identifiables par leurs orbites distinctes et leur composition chimique différente. Notre galaxie porte les cicatrices de ces festins passés. Et le festin n'est pas terminé. En ce moment même, la Voie lactée est en train de dévorer la galaxie naine elliptique du Sagittaire. Cette petite galaxie, découverte seulement en 1994 car elle se cache derrière le bulbe galactique depuis notre perspective, est en train d'être progressivement déchirée par les forces de marée,
de notre galaxie. Des courants d'étoiles arrachés à la galaxie du Sagittaire s'enroulent autour de la Voie lactée comme les bras d'un fantôme. On estime que cette galaxie a déjà effectué plusieurs passages à travers le disque de la Voie lactée, perdant un peu plus de ses étoiles à chaque passage et qu'elle sera complètement absorbée d'ici quelques centaines de millions d'années. Les grands et petits nuages de Magellan, ces deux galaxies satellites visibles depuis l'hémisphère sud, sont également liés gravitationnellement à la Voie lactée et pourraient y connaître un sort similaire dans un futur lointain. Le courant magellanique, un long filament de gaz d'hydrogène qui s'étend sur plus de 100 degrés à travers le ciel, est la preuve que notre galaxie tire déjà sur ses malheureuses compagnes. Mais toutes ces fusions passées et présentes ne sont que des amuse-bouches cosmiques comparées à ce qui nous attend. Car la Voie lactée est sur le point de rencontrer quelque chose de bien plus grand, de bien plus massif et de bien plus transformateur que toutes les galaxies naines qu'elle a jamais consommées. Elle est sur le point de rencontrer son égale, ou plutôt sa supérieure. La galaxie d'Andromède. Permettez-moi de vous présenter Andromède, notre voisine cosmique, notre future compagne de danse et ultimement, notre futur partenaire de fusion. La galaxie d'Andromède, désignée dans les catalogues astronomiques sous les noms de Messier 31 ou NGC 224, est la galaxie spirale la plus proche de la Voie lactée et le membre le plus massif de notre groupe local de galaxies. Elle se trouve à environ 2 537 000 années-lumière de nous. Pour mettre cette distance en perspective, la lumière qui quitte Andromède ce soir n'arrivera sur Terre que dans 2,5 millions d'années. Quand cette lumière a quitté Andromède, nos ancêtres Homo habilis commençaient à peine à fabriquer les premiers outils de pierre en Afrique. Chaque photon d'Andromède que nous captons est un message du passé profond, un souvenir lumineux d'une époque où l'humanité n'existait même pas encore sous sa forme actuelle. Andromède est impressionnante par sa taille. Avec un diamètre d'environ 220 000 années-lumière, elle est significativement plus grande que la Voie lactée. Si nous pouvions voir Andromède dans toute sa gloire depuis la Terre, sans la limitation de sa faible luminosité de surface, elle serait environ 6 fois plus large que la pleine lune dans notre ciel. Imaginez cela un instant. Une galaxie spirale géante, avec ses bras majestueux et ses milliards d'étoiles, s'étendant sur 6 diamètres lunaires. C'est un spectacle que nos ancêtres n'ont jamais vu clairement et que nos descendants verront de manière de plus en plus spectaculaire au fil des milliards d'années à venir. Andromède contient environ 1000 milliards d'étoiles, soit plus du double du nombre d'étoiles dans la Voie lactée. C'est une galaxie véritablement colossale. Au cœur d'Andromède se cache un trou noir supermassif qui ferait passer le nôtre pour un nain. Le trou noir central d'Andromède a une masse estimée entre 110 et 230 millions de masses solaires, soit environ 30 à 60 fois plus massif que Sagittarius A, étoile. Ce monstre cosmique réside dans un centre galactique particulièrement intéressant, car Andromède possède ce qu'on appelle un double noyau. Les observations du télescope spatial Hubble ont révélé que le centre d'Andromède contient 2 concentrations distinctes de lumière, désignées P1 et P2. Pendant longtemps, les astronomes se sont demandé si cela signifiait qu'Andromède possédait 2 trous noirs supermassifs, vestiges d'une fusion galactique passée. L'explication la plus acceptée aujourd'hui est que P1 est un disque d'étoiles en orbite excentrique
autour du trou noir, dont la densité apparente est plus élevée à un endroit en raison des lois de Kepler, tandis que P2 marque la position réelle du trou noir. Mais la simple existence de cette structure inhabituelle suggère qu'Andromède a eu une histoire dynamique, complexe, marquée par des interactions et des fusions avec d'autres galaxies. Andromède possède son propre cortège de galaxies satellites, tout comme la Voie lactée a les nuages de Magellan et la galaxie naine du Sagittaire. Les plus connus sont M32 et M110, toutes deux visibles dans les télescopes amateurs. M32 est particulièrement intéressante car elle est inhabituellement compacte pour une galaxie elliptique, ce qui a conduit certains astronomes à proposer qu'elle est en réalité le noyau survivant d'une galaxie beaucoup plus grande, autrefois appelée M32P, qui a été largement dévorée par Andromède il y a environ 2 milliards d'années. Si cette hypothèse est correcte, et les preuves sont de plus en plus convaincantes, alors Andromède a commis un acte de cannibalisme galactique d'une envergure considérable dans un passé relativement récent à l'échelle cosmique. Ce qui est à la fois fascinant et quelque peu inquiétant quand on sait que c'est vers cette galaxie cannibale que nous fonçons. L'une des découvertes les plus stupéfiantes concernant Andromède est la taille de son halo circumgalactique. En 2015, des observations réalisées avec le télescope spatial Hubble dans le cadre du projet Amiga ont révélé que le halo de gaz chaud entourant Andromède est absolument gigantesque, s'étendant sur environ 1 300 000 années-lumière dans certaines directions. C'est presque la moitié de la distance entre Andromède et la Voie lactée, ce qui signifie que, dans un certain sens, le halo d'Andromède touche déjà le halo de la Voie lactée. Les deux galaxies sont déjà en contact. La collision, dans un sens très réel, a déjà commencé, même si les disques stellaires sont encore séparés par des millions d'années-lumière. Les halos gazeux de nos deux galaxies s'interpénètrent déjà, échangeant des particules dans un prélude silencieux au chaos qui s'annonce. L'histoire de la découverte d'Andromède est elle-même une odyssée intellectuelle fascinante. La première mention connue d'Andromède dans les archives historiques remonte à l'an 964 de notre ère, quand l'astronome persan Abd al-Rahman al-Soufi a décrit un petit nuage dans la constellation d'Andromède dans son livre des étoiles fixes. Il l'a appelé la petite nuée, sans savoir qu'il décrivait un objet contenant 1000 milliards d'étoiles, situé à des millions d'années-lumière. Pendant des siècles après Al-Soufi, la nature de cette nébuleuse est restée mystérieuse. Certains pensaient que c'était un nuage de gaz au sein de notre propre galaxie. D'autres, plus audacieux, ont suggéré que c'était peut-être un univers-île, un système stellaire distinct et séparé d'une autre. Le débat a atteint son apogée le 26 avril 1920, lors de ce que les astronomes appellent le Grand Débat. Au Musée national d'histoire naturelle des États-Unis, à Washington, deux éminents astronomes se sont affrontés sur la nature des nébuleuses spirales. Harlow Shapley soutenait que la Voie lactée constituait l'intégralité de l'univers et que ces nébuleuses spirales étaient simplement des nuages de gaz au sein de notre galaxie. Heber Curtis, de son côté, argumentait que ces nébuleuses étaient en fait des galaxies indépendantes, des univers-îles situés à d'immenses distances de la Voie lactée. Le débat était passionné, les arguments des deux côtés étaient convaincants, et aucun des deux astronomes n'a pu convaincre définitivement l'autre ce soir-là. Il a fallu attendre 5 ans de plus pour que la question soit tranchée.
En 1925, un jeune astronome du nom d'Edwin Hubble a utilisé le tout nouveau télescope Hooker de 100 pouces du mont Wilson, alors le plus grand télescope du monde, pour observer des étoiles variables céphéides dans la nébuleuse d'Andromède. Les céphéides sont des étoiles dont la luminosité varie de manière régulière et prévisible, et la relation entre leur période de variation et leur luminosité intrinsèque, découverte par Henrietta Swan Leavitt, permet de calculer leur distance avec précision. Les mesures de Hubble ont montré de manière incontestable que la nébuleuse d'Andromède se trouvait à environ 900 000 années-lumière de la Terre, bien au-delà des limites de la Voie lactée. En un seul résultat observationnel, Hubble a transformé notre compréhension de l'univers. Nous sommes passés d'un cosmos constitué d'une seule galaxie à un cosmos contenant des milliards de galaxies, chacune abritant des milliards d'étoiles, étalées à travers un espace d'une immensité presque inconcevable. L'estimation de Hubble de la distance d'Andromède était en fait trop faible d'un facteur environ 3, mais l'essentiel de sa conclusion était juste. Andromède est une galaxie indépendante, séparée de la nôtre par un gouffre intergalactique vertigineux. L'impact philosophique de cette découverte ne peut pas être surestimé. En une seule observation, la place de l'humanité dans l'univers s'est réduite de manière dramatique. Non seulement la Terre n'était pas le centre du système solaire, comme Copernic l'avait démontré. Non seulement le Soleil n'était qu'une étoile parmi des milliards dans la Voie lactée, comme les astronomes commençaient à le réaliser. Mais maintenant, notre galaxie entière n'était qu'une galaxie parmi des milliards dans un univers d'une vastitude presque incompréhensible. Chaque fois que nous pensons avoir trouvé notre place dans le cosmos, l'univers nous rappelle que nous sommes plus petits et plus insignifiants que nous ne l'imaginions. Et pourtant, paradoxalement, cette insignifiance même est source d'une profonde beauté, car c'est de notre petitesse que naît notre émerveillement. Andromède a elle aussi une histoire violente, marquée par des collisions et des fusions avec d'autres galaxies. Le courant stellaire géant, un long ruban d'étoiles découvert dans le halo d'Andromède, est la preuve irréfutable qu'Andromède a déchiré et absorbé une galaxie plus petite dans un passé relativement récent. Les distorsions de son disque, les asymétries de ses bras spiraux et les propriétés chimiques inhabituelles de certaines de ses populations stellaires racontent l'histoire d'une galaxie qui a été façonnée autant par ses propres processus internes que par des rencontres violentes avec ses voisines. Andromède est une guerrière cosmique, une conquérante galactique qui a grandi en dévorant ses compagnes. Et maintenant, elle a jeté son dévolu sur la proie la plus grosse qu'elle ait jamais rencontrée, notre Voie lactée. Alors, nous avons deux galaxies titanesques, deux des plus grands membres du groupe local. L'une contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles, l'autre environ 1000 milliards. L'une abrite un trou noir supermassif de 4 millions de masses solaires, l'autre un trou noir de plus de 100 millions de masses solaires. Elles sont séparées par 2,5 millions d'années-lumière d'espace presque vide, et elles se rapprochent l'une de l'autre en ce moment même. À chaque seconde qui passe, la distance entre nos deux galaxies diminue de 110 km. Rien dans l'univers ne peut arrêter ce qui va se passer. Aucune technologie, aucune intervention divine, aucune force cosmique ne peut détourner ces deux géantes de leur trajectoire. C'est un rendez-vous qui a été fixé par la gravité il y a des milliards d'années. Et la gravité
ne prend pas de rendez-vous qu'elle n'a pas l'intention de tenir. Mais comment savons-nous avec certitude que ces deux galaxies vont entrer en collision? Comment pouvons-nous être si sûrs de quelque chose qui ne se produira pas avant des milliards d'années? La réponse réside dans un phénomène physique appelé le décalage vers le bleu, blue shift en anglais. Quand une source de lumière se déplace vers vous, les ondes lumineuses qu'elle émet sont comprimées, ce qui décale leur fréquence vers l'extrémité bleue du spectre. C'est l'effet Doppler pour la lumière. Le même principe qui fait qu'une ambulance semble avoir un son plus aigu quand elle s'approche de vous et plus grave quand elle s'éloigne. Or, la lumière d'Andromède est décalée vers le bleu. Cela signifie qu'Andromède se déplace vers nous. Et c'est une observation remarquable, car presque toutes les autres galaxies de l'univers sont décalées vers le rouge, ce qui signifie qu'elles s'éloignent de nous à cause de l'expansion de l'univers. Andromède fait partie des très rares galaxies qui sont décalées vers le bleu, parce que l'attraction gravitationnelle mutuelle entre Andromède et la Voie lactée est suffisamment forte pour surmonter l'expansion cosmique à cette distance relativement courte. Le premier à mesurer la vitesse radiale d'Andromède fut l'astronome américain Vesto Slipher en 1912, plus d'une décennie avant même que Hubble ne prouve que c'était une galaxie séparée. Slipher a mesuré que la nébuleuse d'Andromède se déplaçait vers nous à environ 300 km par seconde, la plus grande vitesse jamais mesurée pour un objet astronomique à l'époque. Ce résultat était si surprenant que beaucoup l'ont accueilli avec scepticisme. Mais les mesures ultérieures ont confirmé et affiné cette valeur. La vitesse d'approche réelle est d'environ 110 km par seconde, la différence avec la mesure de Slipher s'expliquant par le mouvement propre du Soleil au sein de la Voie lactée. Mais connaître la vitesse radiale, c'est-à-dire la composante du mouvement directement vers nous, n'est qu'une partie du puzzle. Pendant des décennies, les astronomes n'ont pas pu mesurer le mouvement tangentiel d'Andromède, c'est-à-dire sa composante de mouvement latéral perpendiculaire à notre ligne de visée. Et cette composante est cruciale, car si Andromède avait une vitesse tangentielle suffisamment grande, elle pourrait nous rater, passant à côté de la Voie lactée, comme deux navires dans la nuit. Pendant longtemps, l'incertitude sur la vitesse tangentielle a laissé planer le doute. Peut-être que la collision n'était pas inévitable après tout. Peut-être qu'Andromède passerait simplement à côté de nous. Ce doute a été levé de manière définitive en 2012, quand une équipe dirigée par l'astronome Roland van der Marel a utilisé le télescope spatial Hubble pour mesurer pour la première fois le mouvement propre d'Andromède sur le plan du ciel. C'est un exploit technique remarquable. Andromède se déplace si lentement sur le ciel par rapport à sa distance que mesurer ce mouvement nécessite une précision extraordinaire. L'équipe de van der Marel a utilisé des galaxies d'arrière-plan comme point de référence fixe et a comparé des images prises à plusieurs années d'intervalle pour détecter le minuscule déplacement d'Andromède. Le résultat était sans appel. La vitesse tangentielle d'Andromède est faible, beaucoup trop faible pour qu'elle nous rate. Les deux galaxies sont sur une trajectoire de collision quasi frontale. Ce n'est pas un coup de rasoir, ce n'est pas un frôlement. C'est un impact direct. La question n'est plus de savoir si Andromède va entrer en collision avec la Voie lactée. La question est seulement de savoir quand et comment. Alors, plongeons dans la chronologie
de ce qui nous attend, l'histoire de la collision. Voie lactée Andromède se déroule sur des milliards d'années, un temps si long que l'esprit humain a du mal à l'appréhender. Mais essayons de nous imaginer comme des voyageurs temporels, capables d'avancer dans le futur et d'observer chaque étape de cette danse cosmique fatidique. Aujourd'hui, en ce moment même, Andromède se trouve à 2 537 000 années-lumière de nous. Si vous êtes sous un ciel vraiment sombre, loin de toute pollution lumineuse, vous pouvez la voir à l'œil nu comme une faible tache laiteuse dans la constellation d'Andromède. C'est l'objet le plus éloigné que l'œil humain peut percevoir sans instrument. Chaque fois que vous la regardez, vous voyez la lumière combinée d'1 billion d'étoiles, ayant voyagé pendant plus de 2 millions d'années à travers le vide intergalactique pour atteindre vos rétines. C'est un acte d'observation qui est en soi un prodige. Avançons de 2 milliards d'années dans le futur. La distance entre les deux galaxies a considérablement diminué. Andromède est maintenant beaucoup plus proche et commence à devenir un objet plus imposant dans le ciel nocturne. Sa forme spirale est clairement visible à l'œil nu, non plus comme une tache diffuse, mais comme une structure distincte avec des bras et un noyau lumineux. Les astronomes du futur, s'il en existe, peuvent observer les détails de sa structure avec une facilité que nous envierions aujourd'hui. Mais à ce stade, les deux galaxies n'interagissent pas encore de manière significative. C'est la période d'approche, le calme avant la tempête. La scène se met lentement en place pour le spectacle le plus grandiose que l'univers local ait connu depuis des milliards d'années. Avançons encore. 3 milliards et demi à 4 milliards d'années dans le futur. Andromède est maintenant suffisamment proche pour occuper une portion significative du ciel nocturne. Imaginez lever les yeux et voir une immense spirale lumineuse s'étendre d'un horizon presque à l'autre, ses bras de lumière bleue et rose ponctués de nébuleuses brillantes et d'amas d'étoiles. C'est un spectacle d'une beauté à couper le souffle, mais c'est aussi le signe que quelque chose de cataclysmique approche. Les forces gravitationnelles entre les deux galaxies commencent à se faire sentir. Des distorsions subtiles apparaissent dans la structure des deux galaxies. Les bras spiraux commencent à se déformer légèrement, comme tirés par une main invisible. Des ponts de gaz et d'étoiles commencent à se former entre les deux galaxies, de fins filaments de matière étirés à travers le gouffre qui les sépare encore. C'est le début de l'interaction gravitationnelle, les premiers frémissements du séisme cosmique à venir. 4 milliards et demi d'années dans le futur. C'est le moment du premier passage rapproché. Les deux galaxies se croisent pour la première fois. Mais ne vous imaginez pas une collision comme dans les films, avec des explosions et des fracas retentissants. Dans le vide de l'espace, tout se passe en silence. Les deux galaxies se traversent l'une l'autre dans un ballet gravitationnel majestueux et silencieux. Des étoiles sont arrachées à leurs orbites habituelles et projetées sur de nouvelles trajectoires. D'immenses queues de marée, ces longs filaments d'étoiles et de gaz s'étendent sur des centaines de milliers d'années-lumière dans l'espace, comme les bras tendus de deux danseurs qui tournoient l'un autour de l'autre. Les nuages de gaz interstellaires des deux galaxies, contrairement aux étoiles, entrent en collision directe, se comprimant violemment et déclenchant une frénésie de formation stellaire. Des millions de nouvelles étoiles naissent simultanément, illuminant les nuages de gaz d'une lumière bleue intense.
Le ciel nocturne, si quelqu'un est encore là pour le regarder, est transformé en un feu d'artifice cosmique d'une splendeur inimaginable. Mais le premier passage n'est que le début. Après s'être traversés, les deux galaxies continuent sur leurs trajectoires respectives, s'éloignant l'une de l'autre. Mais la gravité les retient, comme un élastique cosmique. Elles ralentissent, s'arrêtent, puis commencent à retomber l'une vers l'autre. 5 à 6 milliards d'années dans le futur, les galaxies effectuent leur second passage rapproché. Cette fois, elles ont perdu une partie de leur énergie orbitale à cause du frottement dynamique, un processus par lequel les interactions gravitationnelles entre les étoiles et la matière noire des deux galaxies convertissent l'énergie orbitale en énergie cinétique aléatoire. Les galaxies sont plus lentes, plus proches, et l'interaction est encore plus intense. Les bras spiraux sont maintenant complètement déformés, mais connaissables. Les deux noyaux galactiques sont clairement visibles comme deux points brillants dans un nuage chaotique d'étoiles. Partout, de nouvelles étoiles naissent dans les compressions de gaz, tandis que d'autres sont éjectées dans l'espace intergalactique pour devenir des vagabondes cosmiques. 7 milliards d'années dans le futur. C'est l'acte final. Après plusieurs passages rapprochés, les deux galaxies ont perdu suffisamment d'énergie orbitale pour tomber définitivement l'une dans l'autre. Les deux noyaux spiralent l'un vers l'autre, se rapprochant inexorablement. La fusion finale commence. Les deux disques stellaires se mélangent irrémédiablement. Les orbites ordonnées, qui maintenaient la structure spirale, sont détruites, remplacées par des orbites chaotiques et aléatoires. La galaxie résultante n'a plus de bras spiraux, plus de disques fins et organisés. Elle est devenue une galaxie elliptique géante, un immense essaim sphéroïdal d'étoiles se déplaçant dans toutes les directions. L'ensemble du processus du premier contact à la fusion finale prend environ 2 à 3 milliards d'années. C'est une danse de mort au ralenti cosmique, un ballet de gravité qui s'étire sur une durée plus longue que l'âge actuel de la vie complexe sur Terre. Mais à quoi ressemblera le ciel nocturne pendant cette transformation? C'est une question qui fascine les astronomes et les artistes depuis que nous avons compris ce qui nous attend. Aujourd'hui, notre ciel nocturne est dominé par le ruban de la Voie lactée, cette bande de lumière diffuse qui représente notre vue de l'intérieur du disque galactique. Les étoiles individuelles que nous voyons à l'œil nu sont toutes relativement proches, à quelques centaines ou quelques milliers d'années-lumière au maximum. Le reste de la galaxie est une lueur de fond, belle mais subtile. Dans 2 milliards d'années, une deuxième galaxie sera clairement visible dans le ciel, une spirale majestueuse qui grossira d'année en année, de siècle en siècle. Vers 3 milliards et demi d'années, Andromède dominera le ciel nocturne, un spectacle d'une beauté irréelle. Puis, lors du premier passage rapproché, le ciel sera en feu. Des flambées de formations stellaires illumineront la nuit avec des amas d'étoiles bleues brillantes et des nébuleuses incandescentes. Le ciel ne sera plus jamais aussi sombre qu'aujourd'hui. Après la fusion finale, quelques 7 milliards d'années dans le futur, le ciel nocturne sera dominé par une lueur diffuse et dorée provenant de la galaxie elliptique nouvellement formée. Il n'y aura plus de bandes laiteuses traversant le ciel, plus de structures spirales reconnaissables. Juste une brume lumineuse uniforme, le rougeoiement tranquille de centaines de milliards d'étoiles vieillissantes. Il y a un autre acteur dans cette histoire que nous n'avons pas encore mentionné, un troisième protagoniste
qui pourrait compliquer considérablement la situation. La galaxie du Triangle, également connue sous le nom de Messier 33, est la troisième plus grande galaxie de notre groupe local. Beaucoup plus petite que la Voie lactée et Andromède, avec environ 40 milliards d'étoiles, elle n'en est pas moins un participant potentiel dans le drame cosmique qui se prépare. Les simulations numériques de la collision. Voie lactée Andromède montre plusieurs scénarios possibles pour le triangle. Dans certaines simulations, le triangle est capturé par le système en fusion et participe à la collision, ajoutant sa masse à la galaxie résultante dans une fusion à 3. Dans d'autres scénarios, les perturbations gravitationnelles lors du premier passage rapproché entre la Voie lactée et Andromède éjectent le triangle hors du groupe local, l'envoyant dans une trajectoire solitaire à travers l'espace intergalactique. Et dans d'autres encore, le triangle entre en collision avec la Voie lactée ou Andromède séparément, avant la fusion principale. Chaque scénario produit un résultat final légèrement différent, ajoutant un élément d'incertitude et de chaos à un processus déjà extraordinairement complexe. Imaginez un instant que vous puissiez être là pour voir Andromède emplir le ciel. Imaginez cette spirale géante, plus brillante que tout ce que l'humanité a jamais vu dans le ciel nocturne, s'étendant d'un horizon à l'autre, ses bras de lumière drapant le firmament comme un voile de soie cosmique. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est de la science tout court. C'est notre futur, écrit dans les lois de la gravité avec une certitude mathématique. La seule question est de savoir si quelqu'un sera là pour le voir. Cela vous fait réfléchir, n'est-ce pas? Dites-moi dans les commentaires, aimeriez-vous voir ce spectacle si vous le pouviez? Maintenant, plongeons plus profondément dans la physique de ce qui se passe quand deux galaxies entrent en collision. Car les détails sont aussi surprenants que fascinants. La force qui orchestre tout ce ballet cosmique est, bien sûr, la gravité. La loi de la gravitation universelle de Newton, affinée par la relativité générale d'Einstein, nous dit que tout objet possédant une masse attire tout autre objet possédant une masse. Plus les masses sont grandes et plus la distance est petite, plus l'attraction est forte. À l'échelle galactique, les masses y sont colossales et les effets gravitationnels sont spectaculaires. Mais il y a un acteur invisible qui joue un rôle crucial dans ce processus, la matière noire. Chaque galaxie est enveloppée dans un immense halo de matière noire qui s'étend bien au-delà de la matière visible. C'est cette matière noire qui fournit l'essentiel de l'attraction gravitationnelle entre les deux galaxies. Sans elle, la collision se déroulerait de manière très différente et pourrait même ne pas avoir lieu du tout. Les halos de matière noire des deux galaxies interagissent bien avant que les étoiles visibles ne se rencontrent, créant un puits gravitationnel combiné qui guide la fusion. Un concept physique crucial pour comprendre comment les galaxies fusionnent est le frottement dynamique, théorisé pour la première fois par le physicien Subrahmanyan Chandrasekhar en 1943. Quand un corps massif se déplace à travers un milieu d'objets plus légers, les interactions gravitationnelles créent un sillage de matière concentrée derrière le corps en mouvement. Ce sillage exerce une attraction gravitationnelle vers l'arrière sur le corps massif, le ralentissant progressivement. C'est un peu comme un boulet de canon qui se déplacerait à travers un champ de billes d'acier. Les billes seraient attirées vers le boulet, formant une traînée derrière lui, et la gravité de cette traînée freinerait le boulet. À l'échelle galactique, ce phénomène est responsable
de la perte progressive d'énergie orbitale qui fait que les deux galaxies spiralent l'une vers l'autre au lieu de simplement rebondir et repartir chacune de leur côté. Le frottement dynamique agit principalement sur les halos de matière noire, mais son effet se transmet à l'ensemble des galaxies, les condamnant à une fusion inéluctable. Les forces de marée jouent également un rôle fondamental dans la collision. Tout comme la gravité de la Lune crée des marées sur les océans terrestres, en attirant plus fort le côté de la Terre qui lui fait face que le côté opposé, la gravité d'une galaxie qui s'approche exerce une force différentielle sur les différentes parties de l'autre galaxie. Le côté le plus proche est attiré plus fortement que le côté le plus éloigné, ce qui a pour effet d'étirer la galaxie le long de la ligne qui relie les deux centres galactiques. C'est ce processus qui crée les spectaculaires queues de marée que l'on observe dans les galaxies en interaction. Ces longs filaments de matière qui s'étendent sur des centaines de milliers d'années-lumière dans l'espace. Les forces de marée peuvent également comprimer les nuages de gaz, déclenchant des épisodes intenses de formation stellaire et perturber les orbites des étoiles individuelles, envoyant certaines d'entre elles sur des trajectoires radicalement nouvelles. Et maintenant, abordons l'un des paradoxes les plus contre-intuitifs et les plus fascinants de l'astrophysique. Pourquoi les étoiles ne se percutent-elles presque jamais pendant une collision galactique? Quand on entend parler de milliards d'étoiles qui entrent en collision, l'image naturelle qui vient à l'esprit est celle d'un chaos cataclysmique, avec des étoiles qui s'écrasent les unes contre les autres dans des explosions titanesques. Mais la réalité est radicalement différente. La raison est simple mais profonde. L'espace entre les étoiles est absolument, ridiculement, incroyablement vide. Pour comprendre à quel point, il faut se représenter les échelles en jeu. Si notre Soleil était une balle de golf d'environ 4 cm de diamètre, l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, serait une autre balle de golf située à plus de 1000 km de distance. 1000 km. C'est la distance de Paris à Rome, avec rien entre les deux, sauf du vide. Et c'est la distance entre les étoiles les plus proches l'une de l'autre dans notre voisinage galactique. La distance moyenne entre les étoiles dans le disque galactique est d'environ 4 à 5 années-lumière, soit environ 40 000 milliards de kilomètres. Les étoiles dans une galaxie sont comme 3 grains de sable répartis dans un stade de football. Quand 2 galaxies se traversent, c'est comme si 2 essaims de moustiques se croisaient dans un espace aussi vaste que la France. La probabilité que 2 moustiques se heurtent est infinitésimale. De même, la probabilité que 2 étoiles entrent en collision directe lors de la fusion Voie lactée Andromède est extraordinairement faible, probablement inférieure à 1 sur 1 milliard. Mais si les étoiles ne se percutent pas, que se passe-t-il alors? La réponse est que c'est le gaz interstellaire qui est le véritable acteur du drame. Contrairement aux étoiles, qui sont des points discrets séparés par d'immenses espaces vides, le gaz interstellaire remplit une grande partie de l'espace entre les étoiles sous forme de nuages diffus d'hydrogène, d'hélium et de traces d'éléments plus lourds. Quand les nuages de gaz des 2 galaxies se rencontrent, ils ne peuvent pas se traverser comme le font les étoiles. Ils entrent en collision réelle, comme 2 vagues qui se heurtent. Cette collision comprime le gaz de manière spectaculaire, le chauffant à des millions de degrés et déclenchant un phénomène appelé flambée de formation stellaire, ou starburst en anglais. Dans ces régions de gaz comprimé,
les conditions deviennent propices à l'effondrement gravitationnel et des millions de nouvelles étoiles naissent en même temps. C'est l'un des aspects les plus remarquables et les plus beaux de la collision galactique. Un événement qui semble purement destructeur engendre en fait une vague créatrice d'une ampleur stupéfiante. Des millions, peut-être des milliards de nouvelles étoiles naîtront de la rencontre de la Voie lactée et d'Andromède, illuminant la galaxie en transformation d'une lumière bleue brillante. Les ondes de choc qui se propagent à travers le gaz comprimé jouent un rôle crucial dans ce processus de formation stellaire. Ces ondes comprimant le gaz sur leur passage, créant des zones de haute densité qui deviennent gravitationnellement instables et s'effondrent pour former de nouvelles étoiles. C'est un peu comme le souffle d'une explosion qui, au lieu de tout détruire, allumerait des millions de nouvelles flammes sur son passage. Pendant la période la plus intense de la fusion, notre galaxie combinée pourrait connaître un taux de formation stellaire des dizaines, voire des centaines de fois supérieur au taux actuel de la Voie lactée, qui n'est que d'environ 3 masses solaires par an. La galaxie en fusion pourrait brièvement devenir ce que les astronomes appellent une galaxie ultra-lumineuse en infrarouge, émettant une quantité prodigieuse d'énergie, principalement dans l'infrarouge en raison de la poussière chauffée par toutes ces nouvelles étoiles. Mais le spectacle le plus dramatique de toute cette collision sera peut-être le destin des 2 trous noirs supermassifs. Sagittarius a étoile le trou noir au centre de la Voie lactée avec ses 4 millions de masses solaires et le trou noir au centre d'Andromède avec ses 100 à 230 millions de masses solaires vont finir par se rencontrer. Mais leur rencontre ne sera pas instantanée. Après la fusion des 2 galaxies, les 2 trous noirs se retrouveront dans une danse orbitale, l'un autour de l'autre, au centre de la galaxie nouvellement formée, formant ce qu'on appelle un système binaire de trous noirs supermassifs. Ils orbiteront l'un autour de l'autre pendant des millions d'années, se rapprochant progressivement à mesure qu'ils perdent de l'énergie par interaction avec les étoiles environnantes et par émission d'ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles sont des ondulations dans le tissu même de l'espace-temps, prédites par la théorie de la relativité générale d'Einstein et détectées pour la première fois directement en 2015 par l'observatoire LIGO. Quand 2 objets massifs orbitent l'un autour de l'autre, ils émettent des ondes gravitationnelles qui emportent de l'énergie, ce qui fait que les objets se rapprochent progressivement. Pour 2 trous noirs supermassifs, les ondes gravitationnelles émises seraient extraordinairement puissantes, détectables à travers l'univers entier. Et quand les 2 trous noirs finissent par fusionner dans un événement cataclysmique qui dure peut-être quelques heures ou quelques jours, l'énergie libérée sous forme d'ondes gravitationnelles est colossale. Pendant un bref instant, la puissance émise par la fusion des 2 trous noirs peut dépasser la puissance lumineuse combinée de toutes les étoiles de l'univers observable. C'est l'un des événements les plus énergétiques que l'univers puisse produire, et il se produira au cœur de notre future galaxie. Le trou noir résultant de cette fusion aura une masse combinée de plusieurs centaines de millions de masses solaires. Il sera le nouveau maître de la galaxie fusionnée, trônant en son centre comme un roi sur un trône de gravité. Pendant la période de fusion, il est probable que les perturbations gravitationnelles et les afflux de gaz vers le centre galactique alimentent le trou noir de manière significative, le transformant temporairement en un noyau actif de galaxie. Un noyau actif de galaxie est un trou noir supermassif qui dévore activement de la matière, émettant dans le processus des quantités prodigieuses d'énergie
sous forme de rayonnement électromagnétique et de jets de particules relativistes. Notre galaxie fusionnée pourrait brièvement devenir quelque chose qui ressemble à un quasar à petite échelle, émettant plus d'énergie de son centre que toutes ces étoiles combinées. Ce serait un spectacle extraordinaire, mais aussi potentiellement dangereux pour toute forme de vie dans les régions centrales de la galaxie. Pendant la collision, un phénomène spectaculaire va se produire, la formation de queues de marée et de ponts stellaires. Les forces de marée exercées par chaque galaxie sur l'autre vont arracher des courants d'étoiles et de gaz, les projetant dans l'espace intergalactique sur des distances colossales. Ces queues de marée peuvent s'étendre sur des centaines de milliers d'années-lumière, créant des structures filamentaires d'une beauté saisissante. Les images du télescope spatial Hubble montrent de nombreux exemples de ces structures dans des galaxies en collision à travers l'univers, et elles figurent parmi les plus beaux objets jamais photographiés en astronomie. Des ponts de matière se formeront entre les deux galaxies lors de leur passage rapproché, de longs filaments de gaz et d'étoiles reliant les deux systèmes comme des cordons ombilicaux cosmiques. Certaines étoiles ne seront pas simplement déplacées au sein de la galaxie fusionnée. Elles seront éjectées complètement, expulsées de la galaxie à des vitesses de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Ces étoiles hyper véloces sont des vagabondes cosmiques condamnées à errer pour toujours dans le vide intergalactique, coupées de toute galaxie, de toute communauté stellaire, seules dans l'immensité de l'espace entre les galaxies. Si une de ces étoiles avait un système planétaire, les habitants de ces planètes verraient peu à peu toutes les étoiles familières s'éloigner et disparaître, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que leur propre soleil dans un ciel, par ailleurs, presque entièrement noir. Un destin d'une solitude cosmique absolue. Nous n'avons pas besoin d'attendre des milliards d'années pour voir à quoi ressemblera la collision entre la Voie lactée et Andromède. L'univers nous offre des aperçus de notre futur sous la forme de paires de galaxies en collision que nous pouvons observer aujourd'hui. Chacune de ces paires représente un instantané d'un stade différent du processus de fusion, et en les mettant bout à bout, nous pouvons reconstituer le film complet de ce qui nous attend. Les galaxies des antennes, NGC 4038 et NGC 4039, situées à environ 63 millions d'années-lumière dans la constellation du Corbeau, sont peut-être l'aperçu le plus fidèle de notre propre futur. Ces deux galaxies spirales sont en pleine collision, et les images du télescope spatial Hubble montrent un spectacle d'une beauté à couper le souffle. Deux noyaux brillants entourés d'un chaos de gaz, de poussière et de nouvelles étoiles, avec d'immenses queues de marée s'étendant dans l'espace comme les antennes d'un insecte cosmique. Les régions de formation stellaire intense dans les galaxies des antennes sont si brillantes qu'elles surpassent tout ce que nous observons dans la Voie lactée actuelle. C'est un feu d'artifice cosmique en cours, et c'est exactement le genre de spectacle que notre propre galaxie offrira dans quelques milliards d'années. Les galaxies des souris, NGC 4676, nous montrent un stade légèrement plus précoce de l'interaction, avec deux galaxies qui viennent d'effectuer leur premier passage rapproché et qui développent de spectaculaires queues de marée. La galaxie NGC 7252, surnommée Atoms for Peace, nous montre le résultat final d'une fusion qui est presque terminée
avec une galaxie elliptique en formation entourée de coquilles concentriques de matière, vestiges spectraux de la collision. HARP 271 nous montre 2 galaxies dans les premières étapes de leur interaction, avec des ponts de matière qui commencent à se former entre elles. Et la galaxie de la roue de chariot, le résultat spectaculaire d'une collision frontale entre une galaxie spirale et une galaxie plus petite, nous montre ce qui se passe quand une galaxie traverse le centre d'une autre, créant une onde de choc en expansion qui déclenche la formation stellaire en anneaux. Chacun de ces systèmes est une fenêtre sur un moment différent de notre propre avenir galactique. Maintenant, posons la question qui nous touche le plus personnellement, la question qui transforme cette exploration cosmique abstraite en quelque chose de viscéralement réel. Que va-t-il arriver à notre système solaire? Que va-t-il arriver à la Terre? Que va-t-il nous arriver, à nous, les habitants de cette petite planète bleue perdue dans un bras mineur d'une galaxie spirale banale? La bonne nouvelle, si on peut l'appeler ainsi, c'est que la probabilité que notre système solaire soit directement perturbé de manière catastrophique par la collision est relativement faible. Comme nous l'avons vu, l'espace entre les étoiles est si vaste que la chance qu'une étoile d'Andromède passe suffisamment près de notre Soleil pour perturber les orbites planétaires est extrêmement minime. Notre système solaire traversera probablement la collision relativement intacte, du moins en termes de sa structure interne. Mais relativement intacte ne signifie pas inchangé. Le scénario le plus probable est que notre système solaire soit simplement déplacé vers une nouvelle orbite au sein de la galaxie fusionnée. Les interactions gravitationnelles collectives de milliards d'étoiles vont redistribuer les orbites de toutes les étoiles des 2 galaxies, et notre Soleil, comme toutes les autres étoiles, se retrouvera sur une trajectoire différente de celle qu'il suit aujourd'hui. Nous pourrions nous retrouver plus près du centre de la nouvelle galaxie ou plus loin, sur une orbite plus elliptique ou plus inclinée. Le ciel nocturne serait radicalement différent, avec de nouvelles constellations formées d'étoiles qui étaient autrefois dans Andromède. Mais la vie quotidienne, si elle existait encore, ne serait pas directement menacée par ce changement d'adresse cosmique. Il existe cependant un scénario plus spectaculaire. Les simulations numériques de la fusion suggèrent qu'il y a une probabilité non négligeable, environ 12% selon certaines études, que notre système solaire soit éjecté de la galaxie fusionnée lors d'une des interactions gravitationnelles. Imaginez cela. Notre Soleil, avec toutes ses planètes, projeté hors de la galaxie dans le vide intergalactique. Un système stellaire solitaire, dérivant dans l'espace entre les galaxies, sans voisins stellaires, sans appartenance galactique, seul dans l'immensité du cosmos. Le ciel nocturne depuis une planète dans un tel système serait d'une noirceur terrifiante. Au lieu de milliers d'étoiles visibles, il n'y aurait que de vagues taches de lumière dans le lointain, les galaxies voisines, trop éloignées pour être autre chose que de faibles lueurs. L'isolement cosmique absolu. Un autre scénario, moins probable mais non impossible, implique un passage rapproché d'une autre étoile suffisamment près de notre système solaire pour perturber les régions extérieures. Si une étoile passait à quelques centaines d'unités astronomiques du Soleil, elle pourrait déstabiliser le nuage d'Oort, cette vaste sphère de corps glacés qui entoure notre système solaire à des distances allant jusqu'à 100 000 unités astronomiques. Une perturbation du nuage d'Oort
enverrait des millions de comètes vers le système solaire intérieur, bombardant potentiellement les planètes intérieures, y compris la Terre, avec des impacts cométaires. Un tel bombardement pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour la vie, rappelant les épisodes d'extinction massive du passé de la Terre, mais à une échelle potentiellement plus grande. Et dans le scénario le plus extrême, bien que statistiquement très improbable, une étoile pourrait passer suffisamment près pour perturber directement les orbites des planètes. Si les orbites de Jupiter, Saturne ou des autres planètes géantes étaient modifiées, les effets en cascade sur le système solaire intérieur pourraient être dévastateurs. Les orbites des planètes telluriques pourraient devenir instables, les entraînant dans des trajectoires chaotiques qui pourraient les faire entrer en collision les unes avec les autres, ou les éjecter du système solaire. La Terre pourrait devenir une planète vagabonde, un monde gelé, dérivant dans l'obscurité de l'espace interstellaire, sans étoiles pour la réchauffer. C'est un destin d'une noirceur absolue, un monde plongé dans un hiver éternel, sa surface gelée jusqu'au noyau, toute trace de vie depuis longtemps éteinte. Mais il y a une ironie cruelle dans toute cette discussion sur la survie de la Terre face à la collision galactique, car la vérité est que la Terre a un problème bien plus immédiat et bien plus certain que la collision avec Andromède. Ce problème, c'est notre propre Soleil, notre étoile qui nous donne la vie, la chaleur et la lumière depuis 4,5 milliards d'années, est en train de mourir. Pas rapidement, bien sûr. Le Soleil est actuellement à peu près à mi-chemin de sa durée de vie sur la séquence principale, la phase stable, au cours de laquelle il fusionne l'hydrogène en hélium dans son cœur. Il lui reste encore environ 5 milliards d'années de combustion stable. Mais dans environ 1 milliard d'années, le Soleil sera devenu environ 10% plus lumineux qu'il ne l'est aujourd'hui, et cette augmentation apparemment modeste pourrait suffire à déclencher un emballement de l'effet de serre sur Terre, évaporant les océans et transformant notre planète en une fournaise stérile semblable à Vénus. Et dans environ 5 milliards d'années, le Soleil aura épuisé son hydrogène central et commencera sa transformation en géante rouge, gonflant jusqu'à atteindre un diamètre des centaines de fois supérieur à son diamètre actuel, engloutissant Mercure et Vénus et peut-être même la Terre. La chronologie de la collision avec Andromède, qui commence dans environ 4,5 milliards d'années et s'achève dans environ 7 milliards d'années, coïncide presque exactement avec la période où le Soleil quitte la séquence principale et commence sa transformation en géante rouge. C'est une double condamnation cosmique. Non seulement notre galaxie sera déchirée et transformée, mais notre propre étoile sera en train de mourir au même moment. La Terre, si elle n'a pas déjà été rendue inhabitable par l'augmentation de luminosité du Soleil, sera confrontée simultanément à la mort de son étoile et à la transformation de sa galaxie. C'est un destin d'une cruauté cosmique presque poétique. Après l'ère de géante rouge, le Soleil expulsera ses couches extérieures dans l'espace, formant une nébuleuse planétaire d'une beauté éthérée, puis se contractera pour devenir une naine blanche, un astre dense et chaud, de la taille de la Terre, mais avec la masse de la moitié du Soleil. Cette naine blanche se refroidira lentement au fil des milliards et des billions d'années, passant du blanc au jaune, à l'orange, au rouge et finalement au noir. Une naine noire. Un cadavre stellaire si froid qu'il n'émet plus aucune lumière. L'univers n'est pas encore assez vieux pour qu'aucune naine noire n'existe,
car le processus de refroidissement prend des milliards de milliards d'années. Mais un jour, dans un futur si lointain qu'il défie l'imagination, notre Soleil deviendra l'une de ces cendres cosmiques. Parlons maintenant de ce qui naîtra de cette collision, car toute cette destruction créera quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais existé auparavant dans notre coin de l'univers. Les astronomes ont déjà donné un nom à cette future galaxie, Milkomeda, parfois aussi appelée Milkdromeda. Ce nom a été proposé par les astrophysiciens T. J. Cox et Abraham Loeb en 2008 dans un article scientifique qui a modélisé en détail le résultat de la fusion entre la Voie lactée et Andromède. Milkomeda, un porte-manteau de Milky Way et Andromeda, le nom de notre futur foyer galactique. Milkomeda sera une galaxie elliptique géante, radicalement différente des deux galaxies spirales qui lui auront donné naissance. Pour comprendre cette transformation, il faut comprendre ce qui maintient la structure spirale d'une galaxie. Les bras spiraux de la Voie lactée sont le résultat d'une rotation organisée combinée à des ondes de densité qui se propagent à travers le disque galactique. Les étoiles et le gaz se déplacent de manière ordonnée, en orbite à peu près circulaire, autour du centre galactique, et cette rotation cohérente maintient la structure en disque avec ses bras caractéristiques. Mais une collision majeure détruit cette organisation. Les interactions gravitationnelles entre les étoiles des deux galaxies et surtout entre les halos de matière noire convertissent l'énergie de rotation ordonnée en mouvement aléatoire dans toutes les directions. Les étoiles ne tournent plus gentiment en cercle autour du centre. Elles se déplacent dans toutes les directions, sur des orbites chaotiques et allongées. Le résultat est un système soutenu par la pression de ces mouvements aléatoires plutôt que par la rotation, ce qui produit une forme ellipsoïdale plutôt qu'un disque plat. C'est ainsi que naissent les galaxies elliptiques, et c'est ce que Milkomeda sera. Milkomeda sera plus grande que la Voie lactée, et Andromède séparée, héritant de la masse combinée des deux galaxies plus celle de toutes les galaxies naines qui seront absorbées dans le processus. Elle sera peuplée de centaines de milliards d'étoiles se déplaçant dans un essaim sphéroïdal géant sans structure spirale reconnaissable. Les galaxies elliptiques sont souvent décrites comme rouges et mortes par les astronomes, et il y a une raison à cela. Après la frénésie de formation stellaire qui accompagne la fusion, la plupart du gaz disponible aura été soit consommé pour former de nouvelles étoiles, soit chauffé à des températures si élevées qu'il est incapable de se refroidir et de s'effondrer pour former de nouvelles étoiles. Sans gaz froid, il n'y a pas de formation stellaire. Et sans nouvelle formation stellaire, la population d'étoiles vieillit progressivement. Les étoiles bleues chaudes et lumineuses, qui ont une durée de vie courte, meurent les premières, laissant derrière elles des étoiles plus petites, plus froides et plus rouges. Au fil des milliards d'années, Milkomeda deviendra de plus en plus rouge, de plus en plus faible, à mesure que ces étoiles vieillissent et meurent sans être remplacées. Au centre de Milkomeda trônera le trou noir supermassif résultant de la fusion de Sagittarius, A étoile, et du trou noir d'Andromède. Avec une masse combinée de potentiellement 200 à 400 millions de masses solaires, voire plus si le trou noir accumule de la matière supplémentaire pendant la fusion, ce sera l'un des objets les plus massifs de notre voisinage cosmique. La plupart du temps, ce trou noir sera dormant, ne dévorant que de rares étoiles ou nuages de gaz qui s'aventurent trop près. Mais occasionnellement, un événement perturbateur comme une étoile passant trop près du trou noir
pourrait déclencher un bref épisode d'activité émettant un flash de radiation détectable à travers la galaxie. Ces événements de disruption de marée, où une étoile est littéralement déchirée par les forces de marée du trou noir, sont déjà observés dans d'autres galaxies et constituent l'un des phénomènes les plus violents de l'univers. Pendant les phases les plus intenses de la fusion, quand de grandes quantités de gaz sont canalisées vers le centre de la galaxie en formation par les perturbations gravitationnelles, le trou noir central pourrait devenir un noyau actif de galaxies, dévorant de la matière à un rythme élevé et émettant des jets de particules relativistes et des quantités prodigieuses de radiation. Cet épisode d'activité pourrait transformer brièvement Milkomeda en quelque chose qui ressemble à un quasar de faible puissance, un phare cosmique visible depuis des millions d'années-lumière. L'énergie émise par ce noyau actif pourrait même avoir des effets sur les régions centrales de la galaxie, chauffant le gaz environnant et empêchant la formation de nouvelles étoiles dans le voisinage du trou noir. C'est un mécanisme de rétroaction qui joue un rôle crucial dans l'évolution des galaxies massives et qui contribue à la nature rouge et morte des galaxies elliptiques géantes. Nous avons parcouru un long chemin dans notre exploration, des étoiles paisibles de la Voie lactée à l'approche inexorable d'Andromède, à travers la violence de la collision et la naissance de Milkomeda. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car ce qui attend Milkomeda après sa naissance est peut-être encore plus terrifiant que la collision elle-même. Pour comprendre le destin ultime de notre future galaxie, nous devons élargir notre perspective et regarder au-delà des frontières de notre groupe local de galaxies vers la structure à grande échelle de l'univers et les forces mystérieuses qui gouvernent son évolution. Si vous êtes toujours là, si cette exploration vous fascine autant qu'elle me fascine, alors je vous invite à rester pour la suite de ce voyage. Nous allons maintenant plonger dans les profondeurs les plus obscures de la cosmologie, explorer les secrets de l'énergie sombre, contempler la mort thermique de l'univers et nous demander si l'existence elle-même a une date d'expiration. Si ces questions vous captivent, pensez à vous abonner et à partager cette exploration avec quelqu'un qui, comme vous, est fasciné par les mystères du cosmos. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que l'humanité existera encore quand la collision commencera? Notre Voie lactée n'est pas une île isolée dans l'univers. Elle fait partie d'une communauté de galaxies appelée le groupe local. Le groupe local est un amas de galaxies modestes, composé d'environ 80 galaxies, connues réparties dans un volume d'environ 10 millions d'années-lumière de diamètre. Les trois membres dominants sont la Voie lactée, la galaxie d'Andromède et la galaxie du Triangle. Tout le reste, les galaxies du Sagittaire, les nuages de Magellan, les galaxies naines de la Vierge, du Lion, de l'Ours mineur et bien d'autres, ce sont des galaxies naines, des systèmes relativement petits, contenant de quelques millions à quelques milliards d'étoiles, qui gravitent autour des deux géantes dominantes. Le groupe local est maintenu ensemble par la gravité mutuelle de ses membres. C'est un système gravitationnellement lié, ce qui signifie que l'attraction gravitationnelle entre ces galaxies est suffisante pour les maintenir ensemble malgré l'expansion de l'univers. À l'intérieur du groupe local, les galaxies se déplacent les unes par rapport aux autres, attirées par la gravité, indifférentes à l'expansion cosmique qui emporte les galaxies plus lointaines. C'est pourquoi Andromède se rapproche de nous au lieu de s'éloigner.
À cette distance relativement courte, la gravité est plus forte que l'expansion. Le destin du groupe local est entièrement déterminé par la gravité. Au fil des milliards d'années, les galaxies naines seront progressivement absorbées par les deux galaxies dominantes. Puis, la Voie lactée et Andromède fusionneront pour former Milkomeda, et enfin, toutes les galaxies restantes du groupe local seront incorporées dans Milkomeda. Le résultat final, dans peut-être 100 à 150 milliards d'années, sera une seule galaxie géante contenant l'intégralité de la masse qui constitue aujourd'hui le groupe local. Une super galaxie solitaire flottant dans l'immensité du cosmos. Mais pourquoi solitaire ? Parce que le groupe local est situé dans un contexte cosmique plus vaste qui détermine son destin à long terme. Le groupe local fait partie du superamas de la Vierge, un immense regroupement de galaxies centré sur l'amas de la Vierge, situé à environ 54 millions d'années-lumière de nous. Et le superamas de la Vierge fait lui-même partie d'une structure encore plus gigantesque appelée l'Aniakea, un superamas de superclusters contenant environ 100 000 galaxies et s'étendant sur plus de 500 millions d'années-lumière. L'Aniakea, dont le nom signifie « ciel immense et incommensurable » en hawaïen, est l'une des plus grandes structures connues de l'univers. Mais voici le point crucial. Contrairement au groupe local, ni le superamas de la Vierge, ni l'Aniakea ne sont gravitationnellement liés. L'attraction gravitationnelle entre les galaxies et les amas de galaxies au sein de ces structures n'est pas suffisante pour résister à la force qui pousse l'univers à s'étendre. Et cette force, cette mystérieuse puissance qui accélère l'expansion de l'univers, est ce que les cosmologistes appellent l'énergie sombre. L'énergie sombre est peut-être le mystère le plus profond et le plus troublant de la physique moderne. Sa découverte, en 1998, a été un choc qui a ébranlé les fondements de la cosmologie. Deux équipes indépendantes d'astronomes, l'une dirigée par Saul Perlmutter et l'autre par Brian Schmidt et Adam Ries, étudiaient des supernovae de type 1A dans des galaxies lointaines pour mesurer le taux de décélération de l'expansion de l'univers. Tout le monde s'attendait à ce que l'expansion ralentisse, freinée par l'attraction gravitationnelle de toute la matière de l'univers. Mais les résultats ont montré exactement le contraire. L'expansion de l'univers ne ralentit pas, elle accélère. Les galaxies lointaines s'éloignent de nous de plus en plus vite, et cette accélération ne fait que s'intensifier au fil du temps. Quelque chose repousse l'univers vers l'extérieur, quelque chose de plus puissant que la gravité de toute la matière de l'univers combinée. Ce quelque chose, les cosmologistes l'ont appelé l'énergie sombre, un nom qui masque notre ignorance profonde de sa nature véritable. L'énergie sombre constitue environ 68% du contenu total en énergie de l'univers. La matière noire en constitue environ 27%. Et toute la matière ordinaire, tout ce que nous pouvons voir, toucher, mesurer directement, toutes les étoiles, toutes les planètes, tout le gaz, toute la poussière, toute la vie, ne représente qu'environ 5% du total. Nous vivons dans un univers dont nous ne comprenons pas la nature de 95% de son contenu. C'est une leçon d'humilité cosmique d'une profondeur vertiginante. La nature exacte de l'énergie sombre reste un mystère ouvert. L'explication la plus simple est la constante cosmologique, une propriété intrinsèque de l'espace-temps lui-même, une énergie du vide qui remplit tout l'espace uniformément et qui a un effet répulsif sur l'expansion cosmique.
Albert Einstein avait introduit une constante cosmologique dans ses équations de la relativité générale en 1917 pour obtenir un univers statique, puis l'avait abandonné quand Hubble a découvert l'expansion de l'univers, la qualifiant de plus grande erreur de sa vie. L'ironie est que la constante cosmologique s'est révélée être réelle, bien que sa valeur soit très différente de ce qu'Einstein avait initialement proposé. D'autres explications ont été avancées: la quintessence, un champ dynamique qui évolue dans le temps, l'énergie fantôme, une forme d'énergie dont la densité augmente avec l'expansion de l'univers, ou même des modifications de la théorie de la gravité à très grande échelle. Pour l'instant, les observations sont compatibles avec une constante cosmologique simple, mais les mesures ne sont pas encore assez précises pour exclure définitivement les alternatives. L'effet de l'énergie sombre sur l'avenir de notre galaxie et de notre coin de l'univers est profond et irréversible. L'expansion accélérée signifie que les galaxies, qui ne sont pas liées gravitationnellement au groupe local, s'éloignent de nous de plus en plus vite. Au fil du temps, cette accélération va pousser ces galaxies au-delà de notre horizon cosmique, la frontière au-delà de laquelle la lumière ne peut plus nous atteindre, car l'espace entre nous et ces galaxies s'étend plus vite que la lumière ne peut le traverser. Notez que ce n'est pas une violation de la relativité restreinte qui interdit aux objets de se déplacer plus vite que la lumière à travers l'espace. Ici, c'est l'espace lui-même qui s'étend, emportant les galaxies avec lui, et il n'y a pas de limite à la vitesse à laquelle l'espace peut s'étendre. Cela signifie que l'univers observable, l'ensemble de tout ce que nous pouvons en principe voir ou détecter, rétrécit, pas dans un sens absolu, car les photons qui sont déjà en route vers nous continueront d'arriver pendant un certain temps, mais dans le sens où de nouvelles galaxies cessent d'être observables et que les galaxies déjà observables deviennent de plus en plus décalées vers le rouge jusqu'à devenir indétectables. Aujourd'hui, l'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies. Mais dans un futur lointain, le nombre de galaxies visibles diminuera progressivement, à mesure que l'expansion les emportera au-delà de notre horizon. Et c'est ici que nous atteignons ce qui est peut-être l'aspect le plus terrifiant de toute cette histoire. Car le destin ultime de Milkomeda, notre future galaxie, n'est pas la destruction, mais l'isolement. Dans environ 100 à 150 milliards d'années, après que toutes les galaxies du groupe local auront fusionné en une seule galaxie géante, Milkomeda se retrouvera complètement seule. Toutes les autres galaxies de l'univers, sans exception, auront été emportées au-delà de l'horizon cosmique par l'expansion accélérée. L'univers observable, vu depuis Milkomeda, ne contiendra plus qu'une seule galaxie, Milkomeda elle-même. Tout le reste aura disparu. Imaginez ce que cela signifie. Une civilisation qui naîtrait dans Milkomeda, à cette époque lointaine, qui développerait la science et l'astronomie, regarderait le ciel nocturne et ne verrait rien en dehors de sa propre galaxie. Pas de galaxie lointaine, pas de quasar, pas de fond diffus cosmologique détectable. Juste le noir. Ces astronomes hypothétiques en concluraient naturellement que Milkomeda est tout ce qui existe, que leur galaxie constitue l'intégralité de l'univers. Et ils auraient tort, bien sûr. L'univers est vaste, rempli de milliards de galaxies. Mais toutes les preuves de cette réalité seraient effacées, emportées par l'expansion au-delà de tout horizon observable. C'est une pensée qui donne le vertige. Les preuves du Big Bang,
de l'expansion cosmique, de l'existence d'autres galaxies. Tout cela sera un jour indétectable. La cosmologie telle que nous la connaissons, notre capacité à comprendre l'histoire et la structure de l'univers, est un luxe temporaire, un cadeau de l'époque cosmique dans laquelle nous vivons. Nous avons la chance inouïe de vivre à une époque où l'univers est encore suffisamment jeune pour que les preuves de son passé soient encore visibles. Les civilisations du futur lointain n'auront pas cette chance. Elles seront enfermées dans un univers qui leur ment par son silence, un univers qui cache sa véritable nature derrière un voile d'obscurité impénétrable. Mais l'isolement de Milkomeda n'est que le prélude d'un destin encore plus sombre, car même les étoiles de Milkomeda ne brilleront pas éternellement. Nous entrons maintenant dans ce que les cosmologistes appellent l'ère stellifère, l'âge des étoiles, la période de l'histoire cosmique pendant laquelle les étoiles brillent. Cette ère a commencé quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, quand les premières étoiles se sont allumées. Et elle se terminera dans un futur très lointain, quand la dernière étoile de l'univers s'éteindra. Les étoiles les plus massives et les plus brillantes ont les durées de vie les plus courtes. Les étoiles bleues géantes, des dizaines de fois plus massives que le Soleil, brûlent leur hydrogène en quelques millions d'années seulement avant d'exploser en supernovae spectaculaires. Les étoiles, comme notre Soleil, vivent environ 10 milliards d'années. Mais les étoiles les plus petites et les plus faibles, les naines rouges, sont d'une parcimonie énergétique extraordinaire. Elles brûlent leur hydrogène si lentement qu'elles peuvent briller pendant des milliers de milliards d'années, bien plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. Les naines rouges sont les étoiles les plus communes de la galaxie, représentant environ 70% de toutes les étoiles, et ce sont elles qui seront les dernières lumières à briller dans l'univers. Après que Milkomeda aura épuisé son gaz et cessé de former de nouvelles étoiles, la population stellaire commencera son long déclin. Les étoiles massives partiront les premières, en quelques millions d'années. Les étoiles de type solaire suivront dans les milliards d'années. Puis, les naines oranges, les naines rouges plus massives et enfin, les plus petites naines rouges. Au fil de milliers de milliards d'années, la galaxie deviendra de plus en plus sombre, de plus en plus rouge, de plus en plus froide. Les dernières étoiles à briller seront de minuscules naines rouges, des étoiles si faibles que même de très près, elles seraient à peine visibles à l'œil nu. Elles brilleront dans l'obscurité comme les dernières braises d'un feu de camp cosmique qui s'éteint. La dernière étoile de l'univers s'éteindra dans environ 100 000 milliards d'années, soit 100 billions d'années, soit 10 à la puissance 14 années. C'est un temps 10 000 fois plus long que l'âge actuel de l'univers. Quand cette dernière étoile s'éteindra, l'ère stellifère sera terminée et l'univers entrera dans une nouvelle ère, une ère de ténèbres. L'ère dégénérée, comme l'appellent les cosmologistes, est l'époque où les seules structures stellaires restantes sont des cadavres, des naines blanches qui se refroidissent lentement, des étoiles à neutrons qui tournent de moins en moins vite et des trous noirs qui attendent patiemment dans l'obscurité. Il n'y a plus de lumière stellaire. Il n'y a plus de chaleur. Il n'y a plus de processus nucléaires actifs générant de l'énergie. L'univers est un cimetière d'étoiles mortes. Les naines blanches, ces cadavres stellaires denses et chauds laissés par les étoiles de masse faible à intermédiaire,
se refroidiront progressivement au fil de milliards et de milliards d'années. Leur température de surface diminuera graduellement, passant du blanc au jaune, au rouge, et finalement, après une durée qui excède de loin l'âge actuel de l'univers, elles deviendront des naines noires, des objets si froids qu'ils n'émettent plus aucun rayonnement détectable. L'univers n'est pas encore assez vieux pour qu'une seule naine noire existe, mais dans le futur lointain, elles seront parmi les objets les plus communs du cosmos, des fantômes cristallins de carbone et d'oxygène flottant dans le noir absolu. Les étoiles à neutrons, ces objets incroyablement denses laissés par l'effondrement des étoiles massives, cesseront de tourner, ayant perdu leur énergie de rotation par émission de rayonnement électromagnétique. Les pulsars, ces phares cosmiques qui balayent le ciel avec leurs faisceaux de radiation à chaque rotation, s'arrêteront de tourner et deviendront silencieux. Les magnétars, ces étoiles à neutrons, dotées de champs magnétiques extraordinairement puissants, verront leur champ magnétique se dissiper au fil du temps. Tous ces objets deviendront froids, sombres et inertes. Et puis, il y a les trous noirs. Les trous noirs, ces régions de l'espace-temps où la gravité est si intense que rien ne peut s'en échapper, pourraient sembler éternels. Mais ils ne le sont pas. En 1974, le physicien Stephen Hawking a fait une découverte théorique stupéfiante. Les trous noirs émettent un faible rayonnement, maintenant connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Ce rayonnement est un effet quantique résultant de la création de paires, particules-antiparticules, près de l'horizon des événements du trou noir. L'une des particules tombe dans le trou noir, tandis que l'autre s'échappe, emportant avec elle une infime quantité d'énergie du trou noir. Au fil du temps, cette fuite d'énergie fait diminuer la masse du trou noir, un processus appelé évaporation. Le trou noir rétrécit lentement, inexorablement, jusqu'à sa disparition finale dans un dernier flash de radiation. Mais le processus d'évaporation des trous noirs est d'une lenteur qui défie l'imagination. Pour un trou noir de masse stellaire, environ 10 masses solaires, le temps d'évaporation est d'environ 10 puissance 67 années. C'est un nombre si gigantesque qu'aucune analogie ne peut lui rendre justice. C'est incomparablement plus long que l'âge actuel de l'univers, incomparablement plus long que le temps nécessaire pour que toutes les étoiles s'éteignent, incomparablement plus long que tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent. Et pour les trous noirs supermassifs, comme celui qui trônera au centre de Milkomeda, le temps d'évaporation est encore plus long, environ 10 puissance 100 années. 10 puissance 100, c'est un Google. 1 suivi de 100 zéros. Écrivez un 1, puis écrivez 100 zéros après, et vous aurez le nombre d'années qu'il faut pour qu'un trou noir supermassif s'évapore. C'est une durée si longue que même les mots manquent pour la décrire. Mais même un Google d'années finit par passer. Et quand le dernier trou noir de l'univers émettra son dernier photon de rayonnement de Hawking et disparaîtra, l'ère des trous noirs sera terminée. Il ne restera plus aucune structure macroscopique dans l'univers. Plus de galaxies, plus d'étoiles, plus de planètes, plus de trous noirs. Juste un bain de photons de très faible énergie, de neutrinos, d'électrons et de positrons dispersés dans un espace en expansion éternelle.